c'est maintenant l'heure, dans toute liberté sur LCI, une heure de décryptage et de débat sans tabou et sans langue de bois en toute liberté. En somme, on est ensemble jusqu'à 10h. Ça n'arrive qu'en France. Cette année, à date, 88 femmes sont mortes sous les coups de leur compagnon ou de leur ex-compagnon. Rien que 5 la semaine dernière. Et qui tient cette liste noire ? Depuis 2016, en France, ce sont des femmes, souvent d'anciennes victimes, qui font un travail que l'État ne fait pas tous les jours, compter les femmes tuées. Leur association s'appelle Féminicide par compagnon ou ex. Et elle s'appelle Julia, dans le Sud, qui se lève à 6h du matin pour scruter la presse locale avant d'aller travailler. Nathalie, dans l'Est, qui passe ses soirées à vérifier un prénom, un village, un travail de titan et de fourmi à la fois. Elles sont 4 aujourd'hui, 4 pour toute la France, 4 bénévoles anonymes, parce qu'elles reçoivent des menaces, évidemment. Ce qu'elles voient jour après jour, c'est la même chose. La majorité des femmes tuées en France le sont par un homme qu'elles connaissent, avec qui elles ont vécu ou vivent, rarement un inconnu. L'endroit le plus dangereux pour une femme, c'est souvent sa maison. On parle beaucoup des plans, des numéros d'urgence, des dispositifs. C'est bien, c'est pas assez encore. Mais la réalité est crue. 43% des plaintes pour violences conjugales sont classées sans suite et dans de nombreux cas, l'information ne circule pas entre la police, l'hôpital, la justice. Personne ne relie les points. Alors pour cette journée contre les violences faites aux femmes, on peut éclairer les bâtiments orange, mais le travail de Julia, Nathalie et des autres, bravo mesdames d'ailleurs, nous force à nous poser une question. Comment se fait-il qu'en France, en 2025, quitter un homme dangereux reste pour tant de femmes la décision la plus mortelle de leur vie? Ça n'arrive qu'en France. Bonjour, chers messieurs. Oh, que ce plateau est beau. Bonjour. Et gris. C'est magnifique. Beau et gris. Oui, beau et gris, exactement. Pourquoi gris, pourquoi beau Parce que vous êtes des hommes et que vous êtes là autour de moi, qu'on attend Lou Fritel, qui est prise dans les embouteillages à Paris. Mais ça, c'est un peu, comment dirais-je, un pléonasme. Bonjour. Grégory Phillips, je pense que vous avez votre ronde serviette. Hein. Petit à petit, ouais, je m'installe. Jusqu'à la dinde, on l'a dit, jusqu'à jeudi. Guillaume Audat, magnifique grand reporter, chroniqueur international, et Richard Verly, notre Richard Verly, bien aimé, journaliste correspondant en France, Europe, pour l'excellent quotidien suisse Blick. J'en perds mon oreillette. Alors, que s'est-il passé hier soir en Russie et en Ukraine? Nuit d'attaque. L'Ukraine et la Russie ont été le théâtre de nouvelles attaques aériennes d'envergure. Les infrastructures énergétiques de Kiev ont été ciblées par des frappes russes, tandis que l'Ukraine a riposté en visant des installations stratégiques dans le sud de la Russie. Regardez ces images. Elisabeth Pierson, bonjour. Vous êtes correspondante LCI en Ukraine et vous êtes là sur le lieu où a eu lieu l'une des frappes. Oui, tout à fait. Alors ici, nous sommes sur le lieu où un supermarché a été touché. 4 personnes sont décédées ici dans le contexte de cette frappe qui reste encore à éclaircir. Plusieurs personnes ont été hospitalisées aussi, selon le maire de la ville. Outre ce supermarché, donc au moins 3 immeubles résidentiels ont été touchés. Et puis une gare, une locomotive a été éventrée par un drone Shahed à l'est de la ville. Le président Zelensky a annoncé ce matin qu'au total, 460 drones et 22 missiles se sont abattus sur le territoire cette nuit. Même à Kiev, la capitale, toutes les alertes antiaériennes ont résonné toute la nuit sur les téléphones. On entendait les explosions de la défense. Et puis, c'est bien sûr le secteur énergétique qui a été touché en priorité. Et ce matin, la plupart des habitants se réveillent sans chauffage ni électricité. Merci beaucoup Elisabeth Pierson. Ces événements surviennent en parallèle de discussions cruciales pour la paix sous l'égide des États-Unis. Greg, qu'est-ce qui se passe ? Oui, vous avez raison, c'est ça qui est particulièrement marquant. Ah oui. C'est que ça négocie à Genève, je parle sous le contrôle de Richard évidemment, le week-end dernier. On croit comprendre que des négociations se continuent en ce moment aux Émirats Arabes Unis. Un plan en 28 points un plan en 28 points qui a été légèrement modifié, mais en tout cas, on est effectivement dans une dynamique diplomatique quasiment inédite dans ce conflit. Et pendant ce temps-là, les Russes continuent à frapper extrêmement fort. Vous avez entendu les chiffres, 460 drones, 22 missiles, Kiev, Odessa, Dnipro,
Kharkiv, Tchernihiv, c'est quasiment toute l'Ukraine qui a été frappée cette nuit de manière extrêmement violente. Et parallèlement, les Ukrainiens ont lancé une série de environ 250 drones sur la Russie qui ont été interceptés, dit le ministère russe de la Défense. Il y a des morts en Russie aussi, 3 morts dans la région de Rostov. Ouais. Donc c'est une nuit extrêmement violente des deux côtés, avec sans doute un bilan à Kiev et dans les villes ukrainiennes qui malheureusement risque de s'alourdir. Vous avez entendu Elisabeth que des immeubles ont été frappés, un supermarché, une locomotive. Donc je redoute que malheureusement on apprenne que le bilan évolue dans les prochaines heures. Une nuit extrêmement violente qui intervient alors que les Américains, notamment, sont à la manœuvre pour essayer d'obtenir quelque chose. Trump a fixé un ultimatum jeudi. La fête de Thanksgiving aux États-Unis, honnêtement, personne ne pense que ça pourra se régler d'ici. Ça sur le plateau d'ailleurs. Richard, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Vladimir Poutine fait bien ce qu'il veut ? Ça, c'est évident. Ça veut dire surtout que pour lui, il est toujours en guerre. Donc, bien évidemment, Vladimir Poutine, il va continuer ce type de frappe parce qu'il sait que plus il frappe et plus les frappes font mal, et c'est le cas aujourd'hui, plus l'Ukraine se trouve le dos au mur. Or, en réalité, on a compris que Donald Trump, il n'est pas là pour défendre l'Ukraine. Donald Trump, il est là pour avoir son accord de paix avec la Russie. Donc, plus l'Ukraine est acculée, plus la solution américaine proposée par Donald Trump et plus les pressions américaines deviennent efficaces et difficiles à résister. Donc au fond, il y a ce jeu terrible qu'on évoque souvent entre Poutine qui frappe et qui tue, et Donald Trump qui ne défend pas le pays qui est pourtant son allié. Poutine qui frappe et qui tue, qui vise des infrastructures énergétiques, qui tue des civils, sont précisément les mots qui ont été employés par le président de la République ce matin, qui s'est exprimé sur la radio RTL. Peut-être qu'on pourra l'écouter plus tard. J'étais frappé par ce que disait Grégory et les chiffres qu'il nous annonce. Donc 460 drones pour une attaque massive russe, c'est de l'ordre du classique, si je puis m'exprimer ainsi. En revanche, 22 missiles balistiques et de croisière, c'est peu commun. Ça dénote de l'intention russe et en tout cas de celle de Vladimir Poutine qui effectivement continue sa guerre. Est-ce que c'est le signe aussi parce que les Ukrainiens lancent également une attaque massive de drones qui ont tué 3 personnes sur les bords de la mer d'Azov et qui ont visé en priorité des infrastructures pétrolières? Est-ce le signe qu'on approche de quelque chose de l'ordre d'une résolution? Ça discute beaucoup de Genève aux Émirats. Effectivement, le plan de paix de Trump en 28 points a été retravaillé, réamendé par les Ukrainiens, par les Européens. Bien souvent, quand on approche d'une résolution dans les conflits d'un cessez-le-feu, les deux parties poussent leur avantage au maximum et frappent comme il n'est pas permis de frapper pour à un moment donné consolider des positions et arriver en force à la table des négociations. Peut-être que c'est un scénario, on pousse parce que la Russie de Vladimir Poutine, et c'est là que je termine, elle n'est pas à ce point-là en forme. Elle est épuisée également et elle produit un récit qui consiste à laisser penser que l'Ukraine est sur le point de plier. Ça n'est pas exactement ce qui se passe sur le terrain. Vous parlez du président Macron, il était effectivement sur RTL au micro de l'excellent Thomas Dupré. On l'écoute. Nous voulons la paix. Mais nous ne voulons pas une paix qui soit en effet une capitulation, c'est-à-dire qui mette l'Ukraine dans une situation impossible, qui donne toute liberté à la Russie au fond de continuer, d'aller plus loin, y compris vers d'autres Européens, et mettre notre sécurité à tous en danger. On a convaincu le président Zelensky en mars, en Arabie Saoudite, à Jeddah. Il dit oui. Le président Poutine dit non. Et derrière, il n'y a pas de cessez-le-feu. À l'été, même chose. Il n'y a qu'une personne qui ne veut pas la paix. C'est la Russie. Il n'y a qu'une personne qui ne veut pas la paix, c'est la Russie, nous dit le président de la République. Et il dit autre chose, le président de la République. Il dit, les missiles interbalistiques, nous sommes tous exposés à ces derniers. Donc voilà la réalité de la menace. Grégory Phillips, un petit commentaire sur ce dernier point qui est quand même assez précis. Assez précis et qui fait écho à toutes ces alertes qui sont lancées depuis plusieurs mois en France. Enfin, le général Burkhardt au début de l'été, le général Mandon avec des mots qui ont créé une polémique, vous l'avez vu, sur la France qui pourrait perdre ses enfants. Emmanuel Macron qui, il y a quelques semaines encore, disait l'ogre, l'appétit de l'ogre russe. Vous voyez, c'est une succession d'alertes de mise en demeure pour sensibiliser la population française à la réalité de la menace russe. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça aujourd'hui ? Parce qu'il faut qu'on comprenne bien, nous, opinion publique, que ce qui se joue en Ukraine
c'est aussi notre sécurité qui se joue. Et c'est pour ça que on est derrière les Ukrainiens, qu'on les soutient, qu'il y a une coalition des volontaires avec une nouvelle réunion prévue cet après-midi à Paris. Donc Emmanuel Macron essaie de faire de la pédagogie en disant attention. Ce qui se déroule en Ukraine, la tentative de cesser le feu, ce que les Ukrainiens vont obtenir ou perdre, on est concerné à plus ou moins court ou long terme. Toute l'Europe est concernée, Richard. Toute l'Europe. Alors, dans ce cas de figure, quand même, il faut un petit peu de décryptage. Si les défenses de l'OTAN fonctionnent bien, pour l'instant, l'OTAN existe toujours, les missiles en question, ils seront arrêtés avant d'arriver en France. Faut quand même dire les choses. Ils vont pas survoler l'OTAN sans être arrêtés. Mais Emmanuel Macron, effectivement, il est dans cette posture. Il est de dire que la frontière d'aujourd'hui de la France, et c'est tout le discours du chef d'état-major, c'est la frontière du pourtour européen qui touche l'Ukraine. C'est là où il y a un danger. Donc oui, quand on voit ce que fait la Russie, comment voulez-vous ne pas être inquiet de ce qui pourrait se passer, même si pour l'instant, il faut bien dire, à aucun moment il y a eu de menace directe de la Russie contre la France. Par contre, il y a cette surenchère permanente de Vladimir Poutine, et qui sait si un jour ça peut déraper. Décryptage de Richard Verly. Alors, en effet, on a des systèmes antimissiles sur l'espace OTAN qui permettent de contrer les missiles balistiques de Monsieur Poutine. Mais ce qu'a dit le général Mandon, le chef d'état-major des armées françaises, sur la base de renseignements extrêmement précis, la Russie, elle produit plus de missiles et de munitions qu'elle n'en consomme. Et lorsqu'encore une fois, la Russie, hier soir, dans la nuit, est capable de tirer 22 missiles balistiques pour la seule Ukraine, c'est-à-dire qu'elle a les moyens d'aller un peu plus loin. Nous, est-ce qu'on a des systèmes de missiles antimissiles qui ont suffisamment de munitions pour contrer ces vagues et ces vagues et ces vagues de missiles? Le président de la République, il dit dans les scénarios étudiés par tous les pays européens, il y a des scénarios très crédibles de montée en tension. C'est ça qu'il faut quand même décrypter. C'est aussi ça le message du président de la République. Et l'entendre dit de cette manière-là par le chef de l'État, c'est inédit. Qu'est-ce qui se passe, Grégory Phillips? Les négociations, elles continuent là en ce moment, au moment où on parle. Oui, alors c'est des informations. Ça n'arrête rien, en fait. C'est deux théâtres. C'est des informations de la presse anglo-saxonne qui expliquent que des délégations ukrainiennes, américaines et russes sont actuellement réunies à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Les Américains emmenés par Driscoll, vous savez, le numéro 2 du Pentagone, et c'est le patron des services secrets ukrainiens qui serait présent. On ne connaît pas la composition de la délégation russe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça continue à discuter. Il y a eu Genève, on continue à échanger. Il y avait une rumeur de déplacement de Zelensky à Washington qui semble se démentir pour les prochains jours. En tout cas, le président Macron, ce matin sur RTL, a dit qu'il n'en était pas au courant, pas informé, et que pour l'instant, c'était pas prévu. Que l'information n'avait pas été confirmée, et Donald Trump part ce soir en Floride pour la fête familiale de Thanksgiving. Donc il y aura sans doute à un moment donné une rencontre à nouveau entre Zelensky et Trump. La question est de savoir si les Européens arriveront à être présents dans la pièce pour échanger. Et sur le plan américain de 28 points dont on a beaucoup parlé depuis la fin de la semaine dernière, il semble que quelques points ont été retirés, les plus compliqués en tout cas, et qu'il y a 2 points sur lesquels Zelensky et Trump seront amenés à échanger directement, parce que ce sont des points essentiels pour les Ukrainiens qui doivent se discuter à très haut niveau. C'est d'une part les concessions territoriales. C'est-à-dire que la délégation à Genève a dit c'est pas de notre niveau, c'est les présidents qui doivent en parler, et les garanties de sécurité qui sont évidemment un sujet absolument central pour le jour d'après, pour une fois que le cessez-le-feu. Sujet central, les garanties de sécurité, Richard. Hein, oui, absolument. Avec alors une différence quand même plus que notable entre ce qui s'est passé à Genève et ce qui se passerait au conditionnel, puisque c'est selon la presse anglo-saxonne à Abu Dhabi, c'est qu'à Abu Dhabi les Russes sont présents. Donc déjà, c'est autre chose. Il s'agissait à Genève d'un cadrage entre Ukrainiens, Américains, et les Européens ont réussi à se rajouter. Si, effectivement, on voit des négociations s'ouvrir directement avec les Russes, bien évidemment, c'est beaucoup plus sérieux. On est beaucoup plus dans le dur, si je puis dire. Après, sur les garanties de sécurité, la difficulté quand même, il faut le reconnaître, c'est que pour l'instant les Européens, et ça dure depuis quand même de nombreux mois, les Européens parlent, mais ils attendent le feu vert de Trump. C'est quand même ça, la réalité in fine, c'est que tous les Européens, y compris la France, y compris Emmanuel Macron, ne sont toujours pas prêts à donner à l'Ukraine des garanties de sécurité qui n'auraient pas été avalisées par les États-Unis. Mais donc, les Russes ne veulent pas, de toute façon, et donc on a eu le sentiment ce matin en écoutant
écoutant le président Macron, en réalité qu'on est quand même dans deux réalités parallèles. Il y a celle de Vladimir Poutine qu'on décrit, qui de toute façon avancera et poussera ses pions jusqu'au maximum. Et puis la deuxième, celle des Européens incarnée par la parole du président de la République, qui dit « Nous, on postera des troupes françaises, britanniques, turques en réassurance, c'est-à-dire à Kiev, à Odessa, loin du front, qui armeront, équiperont les forces ukrainiennes pour garantir aux Ukrainiens qu'ils seront protégés in fine. Et puis de toute façon, l'armée ukrainienne, elle sera régénérée, elle sera aussi solide qu'elle ne l'est aujourd'hui, c'est la première armée d'Europe, etc. » On a vraiment le sentiment que, encore une fois, les Européens, les Russes sont dans deux réalités parallèles, que le parrain, c'est évidemment Donald Trump, qui joue sur quelque chose qui est fondamental, l'imprévisibilité. Personne ne sait ce qu'il décidera in fine, imprévisibilité stratégique qui fait pas forcément les affaires de Poutine, pas forcément les affaires des Européens, et qui, espérons-le, fera les affaires in fine de Zelensky et des Ukrainiens. Merci beaucoup à tous les trois. Grégory Phillips, on vous retrouve donc jeudi pour la dinde. De Zelensky. Et pour savoir comment s'orientent ces négociations. Non, mais juste ce qui se déroule en ce moment, c'est vraiment important. Oui. Je crois qu'en presque 4 ans de guerre, on est vraiment dans une phase diplomatique vraiment cruciale. Ce qu'il faut retenir, vous parlez de la phase diplomatique, là. Hein. Ouais. Et ce qu'il faut retenir, c'est que plus on approche d'un cessez-le-feu, plus ça tape entre les parties au conflit. Malheureusement. Merci beaucoup, Grégory Phillips. C'est l'heure du à la une numéro 2. Un ballet qui a lieu sur le plateau dans toute liberté. Bonjour monsieur, vous êtes l'imam Chalgoumi, Hassan Chalgoumi, qu'on connaît très bien. Vous êtes imam à la mosquée de Drancy, en Seine-Saint-Denis. Vous êtes toujours sous protection policière ? Heureusement. Bonjour. Heureusement. Oui. Bonjour monsieur. On va parler maintenant, et on a accueilli Lou Fritel. Bonjour Lou, vous êtes journaliste à Paris Match. On vous accueille, monsieur l'imam, parce que la droite sénatoriale publie aujourd'hui un rapport très offensif sur l'islamisme. Et parmi les mesures proposées dans ce rapport, l'interdiction du port du voile avant 16 ans dans l'espace public, l'interdiction du port du voile pour les accompagnatrices scolaires, interdiction du jeûne pour les moins de 16 ans, donc pour le ramadan, et puis un contrôle strict des financements étrangers, des expulsions des prédicateurs radicalisés et un suivi renforcé des enfants déscolarisés. Le rapport décrit une emprise idéologique dans certains quartiers. Vous-même qui êtes imam à la mosquée de Drancy, vous êtes sur le terrain, vous la voyez, cette emprise idéologique sur certains quartiers, et est-ce qu'elle progresse ? C'est triste de le dire, normalement ça a dû, ce rapport, il y a 15 ans, il y a 20 ans. C'est un rapport qui a dû être écrit il y a 20 ans ? Tout à fait. Parce que l'offensive et l'agressivité de l'islamisme, il est plus grave que ce rapport-là. Parce que le radicalisme, c'est quoi ? Le radicalisme, c'est une lecture très fermée, c'est une lecture rigoriste d'un texte qui élimine toute évolution, élimine toute aussi un regard de contexte pour eux. Aujourd'hui, malheureusement, surtout, moi je parle de l'islam politique, celui des frères musulmans, parce que le salafisme, il impose un mode de vie sur certaines jeunes filles ou comme des garçons. Mais les frérismes, il impose un pouvoir. Où il y a le frérisme, il s'installe. Où il y a le salafisme, il s'installe. Le frérisme, les frères musulmans, c'est pas une simple lecture religieuse rigoriste. Ce sont malheureusement une idéologie politique radicale et aussi, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent le pouvoir. Ils veulent s'installer, influencer les politiques, la société pour installer une vision de charia. Il faut le dire de cette manière dans nos quartiers et dans nos vies. C'est grave ce que vous dites, mais on en reparle juste après la pause. On a beaucoup de questions à vous poser. Merci d'être sur ce plateau. À tout de suite dans Toute Liberté. De retour sur le plateau dans Toute Liberté. Guillaume, vous aviez une question pour l'imam Chalgoumi. Oui, monsieur l'imam Chalgoumi, vous faisiez référence donc à l'entrisme, donc cette façon de pénétrer qu'ont les frères musulmans dans divers pays de la planète, les pays musulmans en priorité, mais également la France. Vous luttez contre cela. Et le président Trump aux États-Unis a l'intention de faire interdire et surtout de faire classer organisation terroriste certaines branches des frères musulmans en Égypte, en Jordanie notamment, estimant qu'elles nuisent à la cohésion de ces pays et qu'elles entraînent la violence. Est-ce que vous diriez, que c'est le cas aussi en France, et deux, est-ce qu'il faudrait que la France interdise les branches des frères musulmans, et notamment celles en France ?
Tout à fait. Je salue premièrement le courage et la décision responsable du président américain et des États-Unis en général, parce qu'il y a des gouverneurs de Texas et d'autres qui ont pris l'initiative. Tout d'abord, vous savez, une chose importante, la lutte contre l'islamisme, c'est pas la lutte contre l'islam. Ça, c'est un problème de communication, ni contre les musulmans. Il est là pour libérer les musulmans, pour le protéger. Aujourd'hui, il y a des hommes politiques comme Donald Trump partout dans le monde, comme les Émirats arabes unis, le Maroc, le Bahreïn, l'Égypte, la Jordanie. Tous ils se réveillent pour préserver leur population, préserver les musulmans contre cette secte, contre l'islamisme. C'est pas une guerre contre l'islam, il est contre les frères musulmans. Donc les frères musulmans, c'est un projet politique. Est-ce qu'il faut le classer organisation terroriste en France? Tout à fait. Oui. Vous savez, après Hassan Banna, une organisation internationale, elle est très structurée, à hiérarchie, secrète, influençable et aussi structurée. Aujourd'hui, il faut que nous, en France, la première chose, pourquoi j'insiste énormément sur les frères musulmans avant que le salafisme et d'autres. Les frères musulmans sont les plus structurés, les plus aussi politiques, patients, et aussi stratèges, et aussi ils peuvent avancer masqués. Pendant des années et des années. C'est ce qu'ils ont fait. La seule secte, elle peut manipuler et utiliser la démocratie pour la détruire. Et on l'a vu, ils vont prendre des villes en France. Si on ne réagit pas, mars 2026, on aura des surprises comme celle de New York. Vous nous le dites ici. Attendez, ça veut dire quoi? Mars 2026, ça veut dire que vous pensez que des frères musulmans peuvent prendre... Avec la complicité des partis de l'extrême gauche, sans que je nomme, vous le savez tous. Vous nous le dites ça, c'est leur stratégie. Vous nous le dites ici sur ce plateau, monsieur l'imam Chalgoumi, il faut, sur le modèle de Donald Trump, classer comme organisation terroriste les branches des frères musulmans en France. Tout à fait. Il faut l'interdire. Il faut faire interdire ou classer comme organisation terroriste? Classer comme une organisation terroriste. Et aussi, il faut l'interdire. Toutes ces sectes, toutes leurs branches, là, vous donnez la force aux musulmans de se libérer. Pourquoi les musulmans de France, ils ont peur? La peur et la crainte, elle vient de cette minorité. Cette minorité, ce sont l'idéologie archaïque, caïde dans les quartiers. C'est eux qui influencent les jeunes filles. Vous savez, deuxième point, c'est important. Dans toutes les écoles juridiques de l'islam, il n'y a pas une obligation pour les mineurs. On ne peut pas obliger un mineur ni de pratiquer n'importe quelle religion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je soutiens totalement la loi par rapport à l'interdiction de voile pour les mineurs. Ah oui, y compris sur le voile pour les mineurs? Tout à fait. Et le jeune? Il n'y a pas une obligation. Il n'y a pas une obligation religieuse. En plus, le voile, il y a plusieurs avis. Il y a des avis qui montrent que le voile, il n'existe pas dans le Coran. C'est pas une obligation. Il y a d'autres qui le prennent comme avis. Mais dès que la femme française, musulmane, elle a l'âge de majeur, elle est libre de prendre le voile ou non. Mais tant que mineure, c'est notre devoir. Je veux vous dire une chose. Je salue le courage aussi des sénateurs. Et tout homme et femme, n'importe quelle couleur politique, d'avoir se réveiller, de préserver les musulmans, de ne pas utiliser comme un discours victimaire. Parce que vous savez, on va dire l'arme efficace des fréristes, les frères musulmans, c'est le discours victimaire, la victimisation. La victimisation, c'est elle qui est en train de séduire une partie de la jeunesse des quartiers sensibles pour le ramener vers quoi? Vers une justice sociale. Tout le temps, Adala Tanmiya, ils l'ont utilisé au Maroc, en Tunisie, en Égypte, partout. Et cette justice sociale, ils le ramènent à quoi? Vers une charia idéale. Ils le ramènent à quoi? À combattre l'oppresseur. Est-ce que c'est trop tard pour la France? Parce que on a déjà des pays en Europe, Richard, qui sont au bord. Ça dit ce qui se passe en Angleterre. C'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que la France est aujourd'hui le maillon faible de l'Europe pour les frères musulmans, ou est-ce qu'ils sont plus puissants dans d'autres pays proches de la France? Vous savez, dès qu'il y avait l'indépendance de l'Égypte, et les frères musulmans sont classifiés pendant Jamal Abdel Nasser, Hosni Mbarak, comme organisation terroriste, se sont réfugiés où? En Angleterre. Triste de le dire, la politique anglaise, leur service, jusqu'à aujourd'hui, soutient les frères musulmans. Les leaders, ils sont installés là-bas. Mais la masse, elle est en France. Parce que la communauté musulmane la plus importante de l'Europe. Mais en sachant, il faut pas perdre de l'espoir. La France reste toujours. Pour moi, sa société civile, elle a la conscience, elle commence à se réveiller. Il faut pas tomber dans les extrêmes, ni l'extrême gauche qu'elle utilise, qu'elle est complice avec ces islamistes. À leur fin électorale, purement, elle veut pas changer ni la situation du musulman, ni l'extrême droite aussi, qui fait peur les musulmans. Et la société, nous, on est au juste milieu. Mais nous, nous sommes... À l'inverse, justement, monsieur l'imam Chalgoumi, une partie de la communauté musulmane a le sentiment d'être stigmatisée par ces rapports qui se succèdent, et qui donc cherchent à contrer l'influence
l'émergence de l'islamisme, et beaucoup de musulmans qui ne sont pas des islamistes disent mais on en a marre d'être pointé du doigt en permanence. Pourquoi ça prend pas votre propos? Pourquoi vous êtes protégé? Pourquoi dans certains cas vous êtes moqué? Vous savez, je vais vous dire une chose. Dès que j'ai annoncé par rapport à le voile intégral, vous savez, le voile intégral, c'est pas le voile. Le voile intégral n'a rien à voir ni la religion ni d'autres. C'est une culture il y a 14 siècles qui n'a rien à voir religieusement. Ils m'ont pris, les frères musulmans, comme un cible. L'ennemi, ils m'ont diabolisé. De vivre comme la vie de l'imam Chalgoumi, avec autant de policiers, H24, de sa famille qui sont exilés à l'étranger, 8 heures de vol de Paris, toutes les personnes qui veulent vivre ma vie. Pourquoi? Parce que la République 2009-2010, elle n'était pas à la hauteur. Si c'était à la hauteur de comprendre l'enjeu, c'est pas nous qu'on dérange. C'est pas ces voix qu'on le voit qui se défendent, qui montrent la réalité. C'est eux qui dérangent. Dans ce cas-là, où ils vous menacent, et vous êtes décrédibilisés, vous représentez rien. Moi, je suis une voix parmi les autres voix. Je défends ma religion. Mais vous êtes très unique, hein, comme voix. Vous savez, il y en a d'autres voix, madame. Il y en a d'autres voix. Il y en a tellement des Français, musulmans, républicains, qui vivent leur foi pleinement avec la République. Mais pas de dans contradiction. leur intimité, quoi. Mais ces gens-là, ils ont peur. Ils ont peur. Le devoir de qui, madame? C'est pas aux musulmans seulement. C'est aujourd'hui la classe politique. Et la société civile, il faut qu'elle se réveille. Parce que la gangrène islamiste, elle est en train de... Les premiers victimes de l'islamisme, c'est qui sont les musulmans. Bien sûr. Vous avez presque 2000 personnes qui ont rejoint Daesh. Vous avez plus que 5000 fichiers S. Vous aviez 250 mosquées liées à l'organisation des frères musulmans. Vous aviez 2500 sites internet qui sont liés à l'islamisme francophone entre la Belgique et la France. Alors c'est trop tard, qu'est-ce qu'on peut faire contre tout ça? Non, c'est pas trop tard, madame. Sinon, on va dire ils ont gagné, ils ont pas gagné. Je suis là, vous êtes là, tous on est là. Tous on dire, heureusement, encourager toute l'initiative. Par rapport à les lois, pour le mettre, parce que le pouvoir public, c'est pas nous. Nous sommes de la société civile. On est là pour éclairer, pour dire les mots qu'on appelle. Demain, on va, peut-être après ce reportage, je vais les payer très cher, des insultes et des menaces. Il faut résister. 2, et aussi, c'est important pédagogiquement, au niveau de la communication, éclairer la société civile. Il faut qu'ils aient la conscience. Là, ils ont la conscience, il y a une part entre l'islam et l'islamisme, entre les musulmans et ces fanatiques. Merci infiniment, monsieur l'imam Chalgoumi, pour votre courage et pour repréciser ce qui fait tenir notre société, et effectivement la laïcité en France et ce modèle unique, original. On va en parler, figurez-vous, avec l'invité qui suit. C'est le À la Une avec Brice Teinturier. À tout de suite. Bonjour Brice Teinturier, venez vous asseoir avec nous. On va prendre un peu de recul là parce qu'on vient. Je suis désolée, vous avez couru vous aussi les embouteillages parisiens. On vous attendait comme le Messie et vous voilà sur le plateau. On va prendre un peu de recul avec vous parce qu'on vient. Monsieur Chalgoumi, si vous voulez repartir, c'est comme vous voulez. Vous pouvez rester. C'est très intéressant ce que dit Brice Teinturier. On va prendre un peu de recul et d'humilité, figurez-vous, avec vous, parce que vous arrivez avec une idée assez subversive, Brice Teinturier, c'est-à-dire un pays qui adore se raconter ses malheurs, alors que la France n'est finalement pas en si mauvais état. Vous décrivez quand même un pays, dans votre livre Au-delà des apparences, vous montrez que la France qu'on décrit anxieuse, fracturée, au bord de l'effondrement, on vient d'en parler aussi avec l'imam Chalgoumi là, n'est pas exactement celle que révèlent les données. Derrière le bruit, il y a des constantes qu'on ne voit pas en fait. Un accord massif sur la protection sociale, sur l'égalité homme-femme, sur la laïcité comme le rappelait l'imam Chalgoumi, et un paradoxe très français. 89% pensent que le pays va mal, mais 73% se déclarent heureux. Une sorte d'élégance du pessimisme en fait, si on veut. Ce matin, on prend un peu de recul. Qu'est-ce qui relève du réel et qu'est-ce qui relève de la dramaturgie? Alors, vous avez très bien résumé, je crois, le fil conducteur qu'on essaye de tenir dans ce livre. C'est un ouvrage collectif où on a fait travailler les experts de beaucoup de thématiques chez nous à Ipsos, le travail, la santé, etc., moi l'opinion. Et l'idée n'est pas de dire que tout va bien, bien évidemment. J'ai monté les fractures françaises il y a de cela 13 ans. Donc je suis aussi bien placé pour savoir l'immensité des défis, soit en termes de perception, soit en termes de réalité, tout simplement. Mais l'idée, c'est qu'on déforme la réalité si on ne voit que ça. Et notamment sur les chaînes info, vous dites. Alors, cela dit, vous voyez tomber les dépêches AFP toute la journée, il y a de quoi se défenestrer un jour. Oui, mais objectivement, je crois que les médias, et pour des raisons qu'on comprend d'ailleurs, s'intéressent plus aux trains qui n'arrivent pas à l'heure qu'aux trains qui arrivent à l'heure. Il y a pour cela une demande même. On capte l'attention plus facilement avec le malheur qu'avec le bonheur. Mais sur beaucoup d'indicateurs,
quand on décrit une France qui ne serait absolument plus unie, où il y aurait des bulles d'individus dos à dos, un ensauvagement permanent, eh bien les données nous montrent que non. On Guillaume, ne peut pas vous aviez réduire une le pays question à ça. pour Brice Saint-Furier. Je trouve ça très intéressant à la fois ce que Anaïs pose comme lecture que vous faites de votre ouvrage. Vous avez aussi publié Les fractures françaises. Donc on est versé entre deux travaux que vous avez menés. Et je me demande, moi, à quel moment, dans quel espace, sous quelles conditions, vous voyez par exemple un jeune de Lozère qui est agriculteur, qui travaille, qui peut être d'ascendance ou de confession catholique, et un autre jeune, par exemple de Seine-Saint-Denis, chauffeur Uber, qui peut être de confession ou d'ascendance musulmane. À quel moment vous les voyez créer de l'espace commun, du patrimoine commun, de la France commune ? Où est-ce que vous voyez ça ? Il y a des valeurs qui, malgré tout, peuvent les unir, peuvent les réunir. Vous prenez 2 cas extrêmes, là. La France, quoi. Oui, mais la France, on peut pas la résumer aux 2 cas que vous venez de poser, justement. C'est ça, moi, que je reproche à certaines analyses, c'est qu'elles ne vont aller compter que ce qui va mal ou que ce qui va opposer les individus. Moi, je ne veux pas tomber d'un excès à l'autre. Je ne veux pas être dans l'optimisme. Oui, mais il n'y a pas forcément d'excès, de différence, ou d'excès ou de polarisation entre le jeune de Lozère et les deux peuvent être attachés. Sont 2 jeunes au même moment, au même âge et en France. Les 2 sont attachés au service public. Ouais. Les 2 demandent de la protection. Les 2 sont attachés à la liberté. Alors ils mettent pas forcément le même sens derrière la liberté, mais ils sont attachés à la liberté, etc., etc. Les 2 peuvent être enclins à trouver que c'est l'entreprise ou la PME qui est un lieu auquel on fait confiance. 80% dans ce pays de Français font confiance aux PME et 1 Français sur 2 aux grands groupes. Ouais. On n'est pas du tout dans le rejet. Et qui n'ont pas la flemme, les Français. On dit qu'ils ont un rapport au travail très particulier. Là aussi, tout à fait, il y a beaucoup d'analyses qui ont été faites, et de mon point de vue, à travers des données qui ne sont pas bonnes, des questions qui ne sont pas bien posées, sur le rapport des Français au travail. L'idée générale qui prévaut, c'est les Français sont des paresseux, ils ne veulent plus travailler. Voilà, il y a quelque chose à changer. Richard est d'accord avec ça, de sa Suisse natale. Non, c'est sur le fait que les Français sont paresseux. Ouais. Ah non, je pense absolument le contraire. Ah, donc on est d'accord. On est d'accord. Quand vous regardez des données sur plusieurs années, vous voyez que le travail reste une valeur extrêmement importante pour l'ensemble des Français. 2, c'est peut-être plus important encore, l'engagement sont des combinaisons d'indicateurs qu'on mesure sur l'engagement d'un collaborateur dans sa société. Non seulement il progresse, mais il a dépassé l'engagement des Allemands. On ne le dit jamais. Donc c'est pas ça. Il y a bien un sujet autour du travail, mais ce n'est pas du tout, ils ne veulent plus travailler. La grande démission qu'on nous avait racontée il y a quelques années, on l'attend toujours. Ça n'a pas existé. La recherche, c'est celle de l'efficacité, peut-être. Exactement. Mais c'est ce que nous disons. C'est toutes nos enquêtes nous montrent quoi ? Que les individus, quand ils travaillent, ont comme problématique, non pas du tout ce qu'on raconte là sur pas travailler ou travailler, c'est l'efficacité. Donc rejet, c'est ce qui les stresse le plus, de la réunionnite aiguë qui ne sert à rien, dénonciation des process qui ne fonctionnent pas ou mal, et c'est un mal très répandu. Tous ceux qui travaillent en entreprise et qui ont à remplir toute une série de process, d'indicateurs, etc., qui se heurtent à des dysfonctionnements, ça les met en stress. Les vrais sujets pour les collaborateurs, c'est la formation, c'est la mobilité, c'est la capacité à pouvoir évoluer tout au long de sa vie. Ce ne sont pas les sujets dont on parle quand on évoque le rapport des Français au travail. On dit ils ne veulent plus rien faire. Voilà. Et ça, c'est un discours paternaliste, nostalgique, et qui en réalité ne comprend pas la réalité. On a fait une enquête formidable auprès de la Gen Z, où on a fait un regard croisé. La Gen Z, c'est la génération... En gros, des trentenaires, voilà. 25, on va dire 35. Où on a fait un regard croisé entre les chefs d'entreprise et ces jeunes de la Gen Z, en posant à chaque fois beaucoup de questions communes. C'est fascinant. Vous voyez que les chefs d'entreprise nous disent « je ne les comprends pas ». Et effectivement, ils ne les comprennent pas. Justement, moi, c'était ma question. C'est-à-dire que, est-ce que la fracture en France, vous montrez qu'il existe une France optimiste, urbaine, plus jeune, qui croit pas au déclin, en fait. Est-ce que c'est pas le fossé générationnel qui est le vrai clivage politique en France ? Alors, c'est un des clivages. Il y a quand même beaucoup de clivages. Les clivages politiques sont une réalité. Mais oui, l'âge est un clivage majeur. Moi, je dis depuis maintenant plusieurs années, à chaque élection, que ce qui est le plus discriminant, ce n'est pas, alors que c'était le cas auparavant, par exemple les ouvriers versus les cadres sup, c'est le critère de l'âge qui fait qu'on participe ou pas à une élection. Les jeunes s'abstiennent massivement
les plus âgés continuent à voter. Richard, quel est votre regard, vous, sur ce pays qui râle? Moi, j'étais qui très est, comme content. dit Sylvain Tesson, un paradis de gens qui se croient en enfer, peuplé de... Je suis pas sûr que ce soit quand même tout à fait le paradis. Moi, j'étais très content de lire le livre de Brice Naturier parce que, comme vous le savez, Anaïs, j'ai fait il y a 2 ans un livre qui s'appelait Le bal des illusions, ce que la France croit et ce que le monde voit. Et le monde voit que la France n'est pas autant en déclin que les Français le pensent. Et c'est vrai qu'il y a une industrie du déclin. Il y a une industrie éditoriale du déclin dans ce pays. On va pas citer les livres, mais ils sont nombreux. Par contre, il y a un élément, moi, qui m'a frappé dans le livre et sur lequel je voulais vous interroger, c'est est-ce que quand même, à force d'être confronté à un système qui les déçoit, à cette grande déception, c'est pas la grande démission, c'est la grande déception, est-ce que les Français d'aujourd'hui, ceux de 2025, ne sont pas quand même usés? Si par déception vous évoquez leur relation au système politique, oui, 1000 fois oui. Et là, tous les indicateurs nous le montrent. Et au service public et à tous. Au service public, c'est un petit peu différent. Ils sont très attachés au service public, notamment l'hôpital. La santé est la première des préoccupations personnelles des Français. Donc ils sont très attachés. Ils constatent qu'il y a une dégradation. Ils ont raison. Que ce soit l'hôpital public ou dans les territoires, comme on dit aujourd'hui, les difficultés à obtenir des rendez-vous. Et ça les tétanise. Ça les tétanise pourquoi ? Parce que dans ce pays, le véritable clivage, je crois, c'est la demande de protection. C'est ça que j'explique dans le papier que j'ai fait, c'est que depuis, d'une part, les attentats du 11 septembre, qu'on a minimisé, je crois, à l'époque, on n'a pas perçu, et moi le premier, l'ébranlement profond qu'il allait susciter, avec l'idée que si 19 terroristes sont capables d'abattre la première puissance mondiale, en tous les cas, c'est 2 tours jumelles, et puis un nombre de morts et de blessés conséquents, c'est que tout à coup un ordre du monde vacille et à ce moment-là on se met à avoir peur. Et puis ensuite vous avez la crise de 2008, la crise de l'euro de 2011, et là c'est dans le domaine économique, j'ai relu les enquêtes sous François Hollande de cette époque, elles sont terribles. Il y a une peur de clochardisation quand on voit la Grèce, l'Espagne, etc. Donc là oui, il y a une peur, une demande de protection, c'est ça, face à ça, que tous les dirigeants de notre pays se sont cassés les dents. On l'a encore vu après le Covid, dès que vous enlevez un certain nombre de protections, ça ne passe pas. C'est très difficile. Donc il y a une déception, c'est vrai, une usure, c'est vrai, mais c'est parce qu'on tient énormément à ce service public. Et par exemple, ça c'est un facteur de cohésion et d'attachement des Français dans leur ensemble. Et le regard sur l'avenir, parce que quand même là, c'est peut-être ça aussi la grande dichotomie, c'est-à-dire qu'effectivement ils sont heureux, mais ils pensent qu'ils vivront moins bien que leurs parents. Oui, ça reste depuis déjà plus de 10 ans. Moi, je crois, le problème central de ce pays, c'est la mobilité. Vous avez tout à fait raison, c'est la capacité à se projeter dans l'avenir sur un mode heureux. Là, on a des difficultés massives. Est-ce que c'est pire qu'auparavant ? Est-ce qu'il y a eu une évolution de ce point de vue ou ça a toujours été un problème français ? Non, c'est pire qu'auparavant parce que pour le coup, on n'est plus dans l'idée de l'ascenseur social, mais comme l'avait très bien expliqué Philippe Guibert dans un livre qui s'appelait Le Descenseur social, ils ont plus le sentiment que demain sera moins bien que l'idée que demain pourra être mieux. Bon. Ça, c'est jusqu'à la fin des années 90. De 45 jusqu'à la chute du mur de Berlin, on est dans l'idée du progrès. Et effectivement, il y a du progrès à peu près partout et de la mobilité. Et ça vacille à partir... Et là, vous dites qu'il y en aura aussi parce qu'ils ont confiance en l'IA, au génie français. Tout n'est pas perdu, les raisons d'être optimiste. C'est ce qu'on trouve quand même dans votre livre. Et franchement, ça fait du bien, au-delà des apparences, qui est un livre choral avec des chercheurs qui nous expliquent que finalement, les raisons d'être optimiste en France. Merci beaucoup, Brice Naturier, d'être passé sur le plateau dans toute liberté. Une pause. Et dans quelques instants, le drame des féminicides en France. À tout de suite. C'est l'heure du carton rouge. « 87 femmes mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint d'après la liste qui est tenue par l'association Féminicide par compagnon ou ex. 5 femmes tuées cette dernière semaine et derrière chaque drame, les mêmes chiffres. 450 000 victimes de violences physiques enregistrées en 2024. 86% des plaintes pour violences sexuelles classées sans suite. Ce matin, on pose une question simple. Pourquoi notre système n'arrive pas à protéger ? Voyez ce sujet, un projet de loi inédit pour lutter contre les violences faites aux femmes. 53 mesures inscrites à l'ordre du jour, dès que possible, selon le gouvernement, qui recevra aussi ce matin le rapport choc de
de 2 hauts magistrats sur le sujet. Le point commun de ces 2 textes, ils préconisent une meilleure prise en charge des victimes dès le dépôt de plainte. Il y a en effet beaucoup à faire, si l'on en croit ce témoignage recueilli par Julien Elion et Lorenzo Vergari. Pendant plusieurs années, Lydie a subi les coups de son mari violent. J'ai été défigurée, il m'a porté des coups, j'étais enceinte et c'était devant mon fils de 3 ans à l'époque. Bon, il y a eu la séparation, mais après ça continue. Il y a les violences coercitives, donc moi je dirais que mon calvaire il a duré 10 ans. Cette combattante a réussi à se reconstruire. Désormais, elle souhaite que les victimes soient mieux entendues. Il y a un certain nombre de personnes qui ont des pensées qui sont très patriarcales et qui évoluent pas. Moi, je sais que j'ai été plusieurs fois porter plainte et quand on me voyait arriver, on me disait « Ah, c'est la harpie ». Au lieu que j'aie du soutien, en fait, on était encore en train de me discriminer. Entre 2023 et 2024, le nombre de féminicides a augmenté de 11% en France. Face à ces chiffres alarmants, le gouvernement propose 53 mesures législatives pour éviter de nouveaux drames. Parmi elles, une meilleure prise en charge et un meilleur accompagnement des victimes, en leur offrant notamment une aide inconditionnelle dans le cadre des violences sexuelles, des annonces très attendues par cet avocat. Ce qui doit être amélioré, c'est à la fois la prévention, une réactivité immédiate des services de police. Toute plainte est importante, même si au départ elle paraît, je dirais, relativement anodine. En France, une femme décède tous les 2 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Richard, cette question des violences faites aux femmes, elle est spécifique à la France ou c'est dans toute l'Europe ? Non, malheureusement, c'est dans toute l'Europe, en tout cas l'Europe occidentale. J'ai pas regardé les statistiques sur l'Europe de l'Est, mais si vous prenez le cas de la Suisse, vous avez cité le chiffre de 87 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint sur une année. En Suisse, c'est à peu près 40. Or, la population est beaucoup plus petite, donc le taux, il est même supérieur. Donc, c'est pour vous dire que, oui, c'est un problème. J'ai regardé aussi les statistiques en Belgique, par exemple, en Angleterre également, au Royaume-Uni. Ça prouve une chose, ça prouve qu'il y a véritablement un phénomène de société qu'on a énormément difficile à éradiquer, à éradiquer. C'est celui de ces violences qui viennent d'hommes qui ne sont pas disposés pour des raisons ou pour une autre, à accorder à leur épouse ou à leur compagne la liberté qu'elle demande, parce que souvent, c'est au fond la volonté des femmes de se séparer, de quitter, de mener une autre vie. Oui, Lou. Et c'est justement juste après la séparation, quand il y a des enfants, en l'occurrence, c'est là que vous vous retrouvez dans la situation extrêmement complexe avec la question de la pension alimentaire, mais aussi, par exemple, les violences qui peuvent avoir lieu sur les enfants, de façon à atteindre la mère. Ce sont des sujets, par exemple, dont l'Espagne s'est emparée, c'est-à-dire l'usage d'un tiers pour faire du mal à son ancien conjoint. Et cette question-là, pour le coup, peut mener au féminicide, mais aussi, peut mener aussi à des meurtres par destination sur d'autres personnes. Exactement. Vous parlez de l'Espagne, Lou Fritel. Il faut dire qu'ils sont vraiment très en avance sur nous, Richard. L'Espagne, ils ont pris... En fait, l'opinion publique a été choquée par l'assassinat d'une femme il y a 20 ans, je crois, qui s'appelait Ana Morentes, qui en avait tellement, qui a été mariée pendant 40 ans, qui a vécu avec ses enfants auprès de son mari un calvaire, et un jour, n'en pouvant plus, elle est allée le raconter à la télévision. Et quelques jours après, la séparation avec son mari avait été prononcée, mais elle vivait dans le même immeuble que lui. Elle est rentrée avec sa petite fille et cet homme l'a torchée vivante. Et donc cet assassinat, venez vous asseoir. Charlotte Bald, vous avez vaincu vous aussi le périph'. Je parlais de l'exemple espagnol, Charlotte. Je parlais d'Ana Morentes et de son assassinat qui a permis une prise de conscience de l'opinion publique et qui a permis à l'opinion publique d'interpeller le politique. Comment ça se passe en Espagne ? Dites-nous ce qui marche en Espagne. Le dispositif Biogène, la police vraiment formée, etc. Bonjour à toutes. Alors, vous êtes la présidente du centre Hubertine Auclair pour l'égalité. Merci à vous pour votre invitation, Anaïs. Alors, en effet, en Espagne, ça fait déjà une vingtaine d'années en fait que les dispositifs sont mis en place. Et quand on parle du dispositif Biogène, c'est en fait tout un système judiciaire et de protection avec la police qui est mis en place dans sa globalité. C'est-à-dire que c'est un système à 360. Pardon, je suis désolée. Bah oui, vous avez couru. C'était le marathon. Bon. Et donc c'est-à-dire qu'il y a une coordination entre ce qu'on peut avoir comme information à l'hôpital,
à la police, chez différents experts ou qui notent chacun dans ce dispositif où en est la victime potentielle, et donc chacun peut avoir accès à ces informations et on peut arriver à déterminer si elle est vraiment en zone dangereuse ou pas. Mais il y a d'autres dispositifs en Espagne. En fait, alors oui, en effet. En fait, d'une part, ça permet de mettre en place une évaluation des dangers très rapide et donc de mettre en place une mise sous protection d'autant plus rapide que ce que nous on a aujourd'hui. Et en fait, ce dispositif, il permet, grâce à la police et grâce à la justice, de pouvoir être beaucoup plus réactif et beaucoup plus agile que ce que nous on l'est aujourd'hui. Alors, il y a quelques heures, Aurore Berger a annoncé que c'est ce qu'elle souhaitait mettre en place également en France à travers les différentes cellules judiciaires. Moi, j'ai envie de vous dire très bien. Je le souhaite et je l'espère. Maintenant, il nous faut des moyens financiers aussi pour mettre ça en place. Et aujourd'hui, je crains malheureusement que nous soyons un peu restreints en moyens financiers. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Espagne, on est sur à peu près 16 € par habitant par an engagés sur la lutte contre les violences faites aux femmes, quand nous, en France, on est à peine 5 €. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont aussi des tribunaux spécialisés. Ils ont mis, je crois, 1 milliard sur la table. Enfin, ils ont des plans quinquennaux. Dans les ministères, il n'y a pas un ministère dédié à la femme, mais dans chaque ministère, il y a une partie du ministère, que ce soit le logement, le travail, etc., la santé, qui a une branche. C'est inclus comme une réflexion globale de la société. Guillaume. Oui, et puis ça donne très concrètement, par exemple, par les tribunaux dont vous parliez, qui sont spécialisés avec des juges qui sont spécialement formés, 35 000 ordonnances de protection de ces femmes dont vous parliez, vous aussi, Lou Fritel, quand on en a 4 000 qui sont prononcées en France, 4 000, 35 000. Vous imaginez la prise en compte du phénomène. J'ai une question très pratique à vous poser. On a entendu le Premier ministre dire, la discussion parlementaire, elle s'éternise, budgétaire, on ne sait pas où ça va en tout cas. J'appelle les députés à agir et à se prononcer en responsabilité sur des sujets d'importance à mes yeux, la défense, le budget, etc. Et j'ai pas entendu la lutte contre les violences faites aux femmes. Femmes et aux enfants, on peut inclure aussi. Et aux enfants. Comment est-ce que vous le prenez ? Comment est-ce que vous le prenez ? Aujourd'hui, je pense que oui, il y a un vrai réel manque de la prise en compte du danger de ces femmes. Aujourd'hui, on a danger pour ces femmes. Mais je veux dire, voilà, les parlementaires vont se prononcer dans les semaines qui viennent sur différents budgets. La défense, on en a parlé sur ce plateau, c'est très important. Mais pourquoi est-ce que le Premier ministre Lecornu ne dit pas violence faite aux femmes ? J'engage les députés à prendre leurs responsabilités et à au moins commencer à voter un projet de loi qui pourrait être ensuite abondé en budget et en finances. C'est clairement un vrai sujet budgétaire, je pense, aujourd'hui, parce que les intentions, on les voit, les intentions, elles sont là. La loi cadre le montre par rapport à ce qui nous a été proposé hier. Mais c'est des bonnes intentions, mais c'est exactement les mêmes bonnes intentions qu'on a eues le 25 novembre l'année dernière, où on nous a annoncé un plan massif de formation, et derrière, il ne s'est rien passé. Moi, présidente du Centre Hubertine Auclair, aujourd'hui, je ne peux plus assurer les formations des forces de l'ordre, parce que je n'ai plus ce budget. D'accord. C'est quand même une hérésie. Aujourd'hui, on sait très bien que les forces de l'ordre, elles ont besoin d'être formées, et en plus, elles ont besoin d'être formées par les associations spécialisées. Prosaïquement, ça tient à la discussion budgétaire aujourd'hui qui n'aboutit pas à un budget pour la France. Aujourd'hui, clairement, c'est des Qu'est-ce que vous demandez, Charlotte, comme mesure immédiate en France ? Vous avez une demande particulière ? Oui, il y a 3 demandes qui me paraissent essentielles. La première, c'est d'une part la formation des forces de l'ordre, la formation des pompiers, la formation des cadres hospitaliers. On sait que ça a commencé, mais on va pas assez loin, c'est pas assez rapide. Et ensuite, il y a un réel besoin, c'est l'éducation. Aujourd'hui, plus on aura l'occasion d'éduquer les jeunes sur comment déconstruire les stéréotypes et comment les éduquer à lutter contre les violences dans leur cadre, plus on aura l'occasion en fait de pouvoir construire des jeunes avec un réel avenir qui nous permettra demain de pouvoir diminuer les violences faites aux femmes. Et un autre sujet qui est essentiel surtout, c'est des moyens financiers qui nous permettront de pouvoir lutter concrètement avec les associations, parce qu'aujourd'hui les associations, elles sont abandonnées. Des milliards en Espagne, on le rappelle, une cause nationale. Merci beaucoup Charlotte Ball. Désolée un peu de ce ballet un peu hystérique sur ce plateau ce matin.